Deux chiffres ont bousculé le Sahel en 2025. Une consommation électrique qui stagne et une ambition nucléaire annoncée comme révolutionnaire. Ce contraste, presque disproportionné pour un territoire où l'accès à l'électricité reste un privilège, crée une tension inattendue au moment même où les bases du projet viennent d'être posées. Mais que signifie réellement ce saut technologique pour une population encore plongée dans l'irrégularité énergétique et surtout pour la trajectoire que défend Ibrahim Traoré dans cette phase décisive? L'avenir paraît suspendu entre une percée historique et un pari chargé d'incertitudes. L'accord nucléaire signé en 2025 porte une promesse simple mais déterminante. Offrir enfin au Sahel une électricité stable, condition indispensable pour l'éducation, la santé, l'agriculture et la croissance économique. Cette perspective pourtant lumineuse repose sur un équilibre fragile où chaque avancée technique dépend de fondations institutionnelles encore limitées, un risque structurel que les premières équipes sur le terrain perçoivent avec clarté. Le cœur de la promesse tient en 10 mots: une autonomie énergétique capable de transformer la vie quotidienne. Mais cette ambition s'accompagne d'un paradoxe évident, car le réseau actuel demeure insuffisant pour absorber la production future. Dans cette dynamique, dans cette tension entre espoir et fragilité, le moindre retard peut inverser totalement la trajectoire du projet. À mesure que l'infrastructure se construit, la dette, la gouvernance et la capacité locale à assimiler une technologie exigeante deviennent des enjeux centraux capables d'accélérer ou de freiner l'ensemble du processus. La région se retrouve ainsi à un moment critique où la réussite dépend autant de l'ingénierie que de la solidité administrative qui l'entoure. Les premiers mois qui suivent l'accord révèlent un basculement inattendu. Les équipes scientifiques russes et locales posent les fondations du site nucléaire en moins d'un an, un rythme inhabituel dans une région habituée aux délais interminables. Ce jalon technique, discret mais spectaculaire, signale le franchissement d'un seuil que peu d'observateurs imaginaient atteignable aussi vite. À partir de ce constat initial, la question ouverte au début du projet commence alors à trouver ses premiers éléments de réponse. Cette accélération modifie immédiatement la dynamique d'un territoire longtemps dépendant d'importations énergétiques instables. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, l'accord ne se réduit plus à un geste politique. Il devient le pivot d'une stratégie visant à bâtir une autonomie énergétique durable. Les premières cohortes d'ingénieurs africains partent se former dans les universités russes, créant un socle de compétences appelé à structurer la prochaine décennie énergétique du Sahel. Leur formation inclut la maîtrise des réacteurs, la radioprotection et la gestion d'installations complexes, autant de domaines jusque-là hors de portée pour un État dont les capacités techniques demeuraient limitées. En parallèle, les signaux de transformation apparaissent sur le terrain. Le site destiné à accueillir la centrale est nivelé, sécurisé, puis balisé selon les protocoles de l'AIEA, venus observer les premières étapes. Les convois de machines lourdes, acheminés sur des routes inadaptées, témoignent de la difficulté logistique, mais aussi de la détermination politique qui entoure l'opération. Chaque livraison représente un défi concret, révélateur de la distance entre ambition technologique et contraintes matérielles. La montée en puissance du projet déclenche aussi une recomposition interne. Les débats parlementaires s'intensifient autour du coût, de la dette et de la surveillance institutionnelle nécessaire pour encadrer un chantier aussi sensible. Les partisans y voient une chance historique de rompre avec la vulnérabilité énergétique, tandis que les critiques soulignent les risques structurels d'un transfert technologique massif. Dans cette tension se dessine le véritable enjeu: faire coïncider la vitesse du chantier avec la capacité du pays à absorber un niveau de complexité inédit. C'est dans cette zone intermédiaire que se joue dès maintenant la trajectoire des prochaines années. Au cœur du projet émergent de nouveaux acteurs locaux, jeunes ingénieurs formés dans des universités étrangères et revenus avec pour mission d'adapter une technologie exigeante à un environnement encore instable. Leur rôle devient celui de traducteur technique. Ils transforment la complexité du nucléaire en procédures concrètes, suffisamment simples pour s'intégrer dans des infrastructures qui, jusqu'ici, fonctionnaient dans l'irrégularité. Ce déplacement de compétences, encore limité en nombre, constitue pourtant l'un des signaux les plus déterminants des transformations en cours.
La première illustration vient d'un établissement scolaire situé à proximité du futur site. Grâce aux installations temporaires destinées à soutenir les équipes techniques, l'école bénéficie d'une alimentation électrique plus régulière. Les enseignants observent une nette augmentation du temps de travail disponible, un changement modeste mais révélateur de ce que pourrait devenir la vie quotidienne si la centrale parvient un jour à produire en continu. Ce exemple concret, discret mais concret, montre comment un projet d'infrastructure peut influencer des fonctions essentielles avant même d'être achevé. Le deuxième cas se déroule dans un centre de santé local. L'arrivée de matériel de diagnostic alimenté de manière plus stable permet une continuité de services accrus malgré un approvisionnement encore fragile. Les équipes médicales rapportent une efficacité supérieure lors des consultations, ouvrant la possibilité d'un impact sanitaire plus large lorsque les dispositifs seront pleinement opérationnels. Cette amélioration, bien que partielle, donne un aperçu de ce que représenterait une énergie fiable pour des infrastructures longtemps sous-équipées. Ces deux situations, localisées mais significatives, montrent qu'avant même d'atteindre sa pleine capacité, le projet nucléaire commence à redessiner des usages essentiels. La question n'est plus seulement celle du potentiel énergétique, mais celle de la manière dont une transition technique s'inscrit progressivement dans le quotidien. Avant 2025, le Sahel avançait avec un réseau énergétique morcelé, dépendant de générateurs coûteux, de lignes instables et d'importations incertaines. Après la signature de l'accord nucléaire en juin 2025, une bascule nette s'enclenche. Les priorités politiques, techniques et économiques se réorganisent presque immédiatement. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, le passage du manque chronique à la promesse structurée devient l'axe central de l'action publique. Ce mouvement, rapide et parfois chaotique, marque le début d'une séquence dense où chaque décision produit un effet domino mesurable. La première étape se joue sur le terrain. Les équipes russes et locales coordonnent leur arrivée, donnant au projet une visibilité inédite dans la région. Le site prévu pour accueillir la future centrale est nivelé, nettoyé, sécurisé, puis balisé selon les protocoles fournis par l'AIA. Les inspections internationales suivent presque immédiatement. La présence de l'AIA introduit une discipline nouvelle. Documentation stricte, vérification répétée, procédures imposées pour chaque opération. Les autorités locales découvrent ainsi la rigueur qu'exige un secteur aussi sensible. Dans une seconde phase, les convois de machines lourdes traversent des zones dépourvues de routes adaptées. Chaque déplacement devient un défi logistique. Les conducteurs avancent lentement, les équipes locales assurent la sécurisation des axes, les autorités régulent les flux de circulation. Cette succession d'acheminements rend tangible la difficulté du chantier, mais elle révèle aussi une détermination constante. L'arrivée de ces équipements marque une étape symbolique. Le projet cesse d'être une promesse pour devenir une réalité matérielle. Au même moment, un mouvement parallèle se déploie au-delà des frontières. Les universités russes accueillent la première cohorte d'étudiants sahéliens en sciences nucléaires. Leur formation couvre la technologie des réacteurs, la radioprotection, la gestion des déchets et les protocoles d'urgence. Ce transfert de compétences constitue un pivot stratégique. Il s'agit de former une génération capable non seulement d'opérer les infrastructures futures, mais aussi d'en assurer la sécurité et la maintenance. La transformation du secteur énergétique passe désormais par l'apprentissage intensif de technologies exigeantes. La troisième étape concerne le débat interne. Les parlementaires s'affrontent sur la dette, les coûts projetés, les risques de dépendance et la nécessité d'un contrôle institutionnel solide. Certains y voient une opportunité historique, d'autres redoutent un piège financier. Les critiques insistent sur la fragilité des structures administratives, tandis que les partisans rappellent l'urgence de sortir de la dépendance énergétique. Cette confrontation souligne un paradoxe central. Pour obtenir l'autonomie, le Sahel doit accepter une phase de dépendance technique à court terme. Le débat, parfois vif, renforce l'importance d'une gouvernance solide. À proximité du chantier, les effets indirects se manifestent rapidement. La demande en logement temporaire augmente. Les restaurants, commerces et services de transport constatent une hausse nette de fréquentation. Des localités marginalisées deviennent soudain des points de passage essentiels pour les travailleurs, ingénieurs et équipes de support.
Cette activité soudaine stimule l'économie locale, mais elle génère aussi de nouvelles tensions liées au rythme du chantier. Sur la scène internationale, les puissances occidentales observent avec attention. Les États-Unis, l'Union européenne et plusieurs organisations africaines s'interrogent sur les implications géopolitiques d'un Sahel doté d'une centrale nucléaire. Certaines capitales accueillent des discussions discrètes où prudence et inquiétude se mêlent. L'ascension énergétique potentielle du pays modifie les équilibres régionaux, créant une pression diplomatique continue. Enfin, l'État renforce ses dispositifs internes. Des mécanismes de supervision apparaissent, audits, équipes spécialisées, protocoles de suivi. L'objectif est clair, éviter qu'une ambition historique ne soit fragilisée par un manque de préparation administrative. Le projet entre alors dans une phase où la technique et l'institutionnel avancent ensemble, mais à un rythme parfois dissonant. La première donnée mesurable trace une ligne nette entre la situation énergétique d'avant 2025 et les projections établies après l'accord nucléaire. La production potentielle pourrait couvrir 70% des besoins nationaux d'ici 2030. Ce chiffre illustre un saut inédit pour un territoire encore marqué par des pénuries structurelles et un réseau morcelé. Pour mieux comprendre, cette estimation montre l'ampleur du décalage entre besoins et capacités futures. Le passage du déficit chronique à une couverture majoritaire crée un contraste puissant, révélant la promesse d'un modèle énergétique presque autonome. Ce delta structurel repose toutefois sur des infrastructures encore incomplètes, des réseaux irréguliers et un appareil institutionnel qui doit absorber une complexité croissante. L'écart entre prévision et réalité constitue donc autant une aspiration qu'un avertissement. La deuxième donnée repose sur l'impact agricole observé dans les zones pilotes proches du chantier. Certaines plantations enregistrent une hausse de 25% des rendements grâce à l'utilisation contrôlée de techniques d'irradiation. Cette progression, obtenue sur un échantillon limité, sert aujourd'hui de référence pour mesurer les possibilités d'une agriculture soutenue par l'innovation nucléaire. Pour mieux comprendre, ce pourcentage révèle comment une application technique modifie des pratiques essentielles. Bien que partielle, cette amélioration démontre la capacité du projet à produire des effets tangibles en amont de l'exploitation effective de la centrale. Elle esquisse également la perspective d'un secteur agricole moins vulnérable, capable de résister davantage aux aléas climatiques ou logistiques. La troisième donnée concerne le domaine médical, où les premiers centres pilotes rapportent une amélioration de 30% des capacités de dépistage grâce à l'introduction de radioisotopes destinés au diagnostic précoce. Cette progression, encore en phase de vérification, illustre l'effet potentiel d'une technologie importée mais correctement intégrée. Pour mieux comprendre, cette évolution signale une transformation sanitaire rendue possible par l'énergie maîtrisée. L'accès à un diagnostic plus rapide modifie la charge de travail, renforce l'efficacité des consultations et introduit une dimension nouvelle dans la gestion des pathologies chroniques ou émergentes. Autour de ces trois mesures, un ensemble d'indicateurs qualitatifs complète le tableau. Le chantier attire désormais une main-d'œuvre diversifiée, mêlant spécialistes étrangers et techniciens locaux, générant un environnement d'apprentissage intensif rarement observé dans la région. Les universités partenaires intègrent progressivement des modules dédiés à la sûreté nucléaire, créant un socle de compétences capable d'accompagner la montée en puissance du projet. Ce mouvement éducatif, encore modeste, annonce néanmoins une transformation structurelle dont les effets dépasseront largement le seul domaine énergétique. Sur le plan social, l'accès plus régulier à l'électricité dans les zones proches du site modifie le fonctionnement des écoles, des commerces et des ateliers artisanaux. Les journées deviennent plus longues, les activités plus prévisibles, les services plus stables. Ces signaux encore faibles dessinent une trajectoire où les bénéfices opérationnels pourraient s'amplifier de manière exponentielle si la centrale atteint un niveau effectif de production. Le delta entre ces premiers gains et les capacités finales attendues deviendra alors un indicateur essentiel pour mesurer l'évolution du projet. Enfin, sur le plan économique, les flux financiers liés au chantier créent une dynamique inédite pour les secteurs du transport, de la logistique et du bâtiment.
De nouvelles entreprises locales émergent pour répondre à la demande croissante de services techniques. Cette effervescence n'efface pas les risques, notamment la pression budgétaire et l'endettement croissant, mais elle indique qu'une mutation économique est en cours, portée par les transformations technologiques introduites depuis 2025. Les partisans du projet nucléaire défendent une position structurée et résolue. Pour eux, l'accord de 2025 représente la meilleure opportunité jamais offerte au Sahel pour sortir d'une dépendance énergétique chronique qui a freiné l'éducation, la santé, l'agriculture et l'industrialisation pendant des décennies. Il s'appuie sur 3 signaux solides déjà observables. La couverture potentielle de 70% des besoins nationaux d'ici 2030, l'amélioration de 25% des rendements agricoles dans les zones pilotes et la progression de 30% des capacités de dépistage médical grâce aux premiers radioisotopes utilisés en diagnostic. À leurs yeux, ces chiffres prouvent que l'innovation nucléaire peut devenir le moteur d'une transformation durable, capable de repositionner le pays dans une dynamique technologique collective plutôt que dans une dépendance structurelle. Face à cette vision optimiste, les critiques avancent une argumentation tout aussi consistante. Ils soulignent d'abord le coût colossal des réacteurs, l'endettement croissant et les fragilités institutionnelles qui pourraient compromettre la réussite du projet. Ils rappellent également qu'en 2027, 45% de la population exprimait des doutes sur la sécurité du programme, preuve d'un scepticisme social persistant. Pour eux, la transition technologique exige un niveau de discipline administrative et de stabilité politique que le Sahel ne maîtrise pas encore pleinement. Le risque, selon cette perspective, réside dans une dépendance technique prolongée qui pourrait rendre le pays vulnérable si les compétences locales n'augmentent pas au rythme prévu. La réponse la plus solide se situe entre ces deux pôles. Les données déjà observables montrent que les bénéfices existent, l'agriculture progresse, la santé se renforce et l'accès local à l'électricité s'améliore autour du site. Mais ces gains demeurent fragiles, dépendant d'infrastructures encore incomplètes, d'un réseau irrégulier et d'une gouvernance en cours de structuration. Les critiques ne se trompent pas sur les risques, les partisans ne se trompent pas sur le potentiel. Le projet révèle une réalité plus nuancée. Il ouvre une possibilité rare, mais impose une rigueur institutionnelle sans laquelle il ne pourra atteindre son échelle promise. La trajectoire dépendra donc moins des technologies importées que de la capacité du pays à stabiliser chaque maillon du processus. Virage brutal en silence. Ce tournant discret apparaît lorsque de nouveaux experts russes rejoignent le chantier au moment même où les premiers dispositifs de sécurité avancés sont activés, modifiant la nature du projet sans alerter le grand public. Cette transition transforme une infrastructure en construction en un système stratégique nécessitant une coordination stricte entre institutions, sécurité et équipes opérationnelles, créant une zone de complexité où le moindre détail compte. Dans ce moment charnière, Ibrahim Traoré se retrouve face à une équation exigeante. Rassurer une population encore divisée, tout en consolidant une coopération technique d'une précision extrême. Les équipes locales doivent assimiler des protocoles de sûreté jusque-là hors de portée, tandis que les observateurs internationaux intensifient leur surveillance pour vérifier la conformité des procédures. Le chantier cesse alors d'être simplement matériel. Il devient un test institutionnel. Cette étape révèle un aspect souvent ignoré du projet. Les risques deviennent soudain plus visibles que les bénéfices immédiats. Le décalage entre la vitesse du chantier, la capacité administrative à suivre et les attentes sociales crée une tension nouvelle. C'est ici, à ce midpoint silencieux, que se joue l'équilibre entre ambition et prudence, entre accélération technique et consolidation interne. Les premiers effets du projet nucléaire se manifestent de manière contrastée, révélant un paysage où progrès et fragilité avancent côte à côte. Cette phase intermédiaire, encore loin de la mise en service de la centrale, expose une série d'impacts différenciés qui redéfinissent les priorités institutionnelles, les dynamiques économiques, les usages quotidiens et les équilibres régionaux. Dans cette configuration mouvante, Ibrahim Traoré se retrouve au centre d'une architecture de conséquences qu'il doit gérer avec précision. Les autorités constatent
une amélioration de leurs capacités administratives grâce à l'arrivée de protocoles internationaux et de mécanismes de supervision imposés par les partenaires étrangers. De nouvelles équipes spécialisées sont créées pour surveiller la sûreté nucléaire, renforçant un appareil institutionnel jusqu'alors limité. Cette montée en compétences s'accompagne toutefois d'une pression budgétaire accrue. La dette liée aux infrastructures exige des arbitrages difficiles, tandis que les dépenses publiques se redéploient vers le secteur énergétique au détriment de certains programmes sociaux. Le gouvernement découvre ainsi que chaque progrès technique implique une contrainte financière immédiate. Le chantier génère un flux soutenu de contrats dans le transport, la logistique, la construction et les services techniques. Des zones auparavant marginalisées voient apparaître de nouveaux ateliers, commerces et services temporaires. Un exemple concret particulièrement révélateur. Dans une localité proche du site, un petit réseau de restauration a doublé son activité en accueillant les équipes techniques, créant de l'emploi saisonnier et stimulant la demande en produits locaux. Pourtant, cette dynamique reste inégale. Les petites entreprises manquent parfois de compétences adaptées pour répondre aux nouvelles exigences technologiques, ce qui crée un écart entre les acteurs capables de s'intégrer au chantier et ceux qui restent en marge. Dans les communautés proches de la centrale, l'alimentation électrique devient plus régulière grâce aux installations temporaires. Les écoles prolongent leurs horaires, les centres de santé bénéficient d'équipements plus fiables et certains ateliers artisanaux peuvent désormais planifier des tâches auparavant impossibles. Un deuxième exemple concret illustre cette évolution. Un centre de santé local, soutenu par un apport énergétique plus stable, améliore la continuité de ses consultations, même si l'approvisionnement reste fragile. Cependant, cette expérience n'est pas homogène. Les zones éloignées du chantier ne constatent que des améliorations marginales, alimentant des interrogations légitimes sur la distribution réelle des bénéfices. Les sondages rappelant que 45% de la population restait sceptique en 2027 continuent de résonner, preuve que la perception sociale demeure divisée. À l'échelle régionale, le projet modifie déjà les équilibres. Les puissances occidentales suivent de près la montée en puissance énergétique potentielle du Sahel, craignant qu'un acteur longtemps dépendant ne devienne un pôle stratégique inédit. Les visites régulières de l'IAA, mêlant validation et mise en garde, entretiennent une pression diplomatique constante. Un exemple concret supplémentaire illustre cette dimension. Lors d'une inspection, plusieurs experts internationaux ont signalé à huis clos la nécessité de renforcer certaines procédures de coordination, signe que la surveillance extérieure façonne autant la progression du chantier que les capacités locales. Sur le continent africain, plusieurs pays observent attentivement cette expérience, envisageant d'emprunter une trajectoire similaire si le Sahel stabilise les risques institutionnels. À travers ces 4 niveaux, une même réalité se confirme. Le projet avance, mais à une vitesse que ses propres conséquences obligent constamment à reconfigurer. Les prochains mois forment une fenêtre décisive où 3 trajectoires distinctes peuvent se dessiner pour le projet nucléaire, chacune révélant un équilibre différent entre stabilité institutionnelle, financement, capacité technique et acceptation sociale. Le chantier a déjà franchi plusieurs étapes clés, mais il demeure suffisamment jeune pour que des inflexions majeures surviennent sans prévenir. Dans la configuration la plus favorable, les travaux se poursuivent sans interruption majeure. Les financements restent sécurisés, les audits de l'AIEA confirment la conformité des procédures et les équipes locales renforcent rapidement leurs compétences grâce aux formations déjà engagées. Les infrastructures essentielles se stabilisent, permettant au chantier d'avancer selon un calendrier relativement cohérent. Dans ce cadre, la centrale pourrait élargir progressivement sa capacité de production et devenir un modèle régional pour l'indépendance énergétique. Le pays gagnerait alors une crédibilité diplomatique accrue, attirant davantage de partenaires intéressés par une coopération technique ordonnée. La trajectoire intermédiaire, jugée la plus probable dans plusieurs analyses, voit le projet avancer, mais au prix de retards techniques et de tensions politiques croissantes. Les infrastructures inégales, la dette alourdie et les contestations internes alimentent un climat de méfiance. Les communautés rurales, recevant tardivement les améliorations, expriment davantage de frustration, ce qui complique la gouvernance.
Dans ce scénario, la centrale devient opérationnelle, mais sous une pression politique forte liée à la distribution de l'énergie et à la gestion des coûts. Le projet reste viable, mais fragile, constamment dépendant de la solidité institutionnelle pour éviter une dérive. La configuration la plus délicate apparaît si les financements se resserrent ou si la sécurité des infrastructures est compromise. Des erreurs de gestion ou des retards massifs pourraient entraîner un effet domino sur l'économie nationale. L'endettement augmenterait dangereusement, les tensions internes s'intensifieraient et la légitimité du chantier serait remise en question. Le risque ultime serait de voir la centrale devenir un symbole d'occasion manquée plutôt qu'un levier de souveraineté. Pour comprendre ces trajectoires, il devient essentiel d'adopter un modèle mental simple, penser en conditions, non en certitude. Ce n'est pas la vitesse seule qui déterminera la réussite, mais l'alignement simultané du financement, de la sécurité, de la formation et de la gouvernance. Les répercussions du projet nucléaire ne se mesurent pas uniquement en mégawatts ni en kilomètres de câbles posés, elles se jouent d'abord dans les mains, les habitudes et les attentes de celles et ceux qui vivent au plus près des changements. Pour les enseignants, l'accès plus stable à l'électricité transforme progressivement la manière d'organiser les cours. Les journées deviennent moins dépendantes de la lumière naturelle, les outils pédagogiques fonctionnent plus régulièrement et les élèves découvrent un rythme scolaire moins fragmenté. Ce gain encore fragile rappelle à quel point l'énergie structure le quotidien. Dans le secteur de la santé, les équipes médicales perçoivent des améliorations similaires. L'arrivée de matériel de diagnostic alimenté de manière plus constante permet une efficacité accrue lors des consultations. La stabilité, même partielle, des équipements modifie la charge de travail et rend possible une prise en charge plus régulière des patients. Ces progrès demeurent inégaux selon les régions, mais ils laissent entrevoir ce que deviendrait un système de santé soutenu par une énergie fiable. Les petits commerçants et travailleurs indépendants ressentent eux aussi une transition lente mais concrète. Une alimentation électrique plus prévisible ouvre la possibilité d'étendre les horaires, de mieux conserver les produits et d'utiliser des machines légères auparavant inutilisables. Cette amélioration, bien que localisée, change la manière d'envisager l'avenir économique dans certaines localités proches du chantier. Dans les zones rurales éloignées, les effets restent plus timidement perceptibles. Certaines communautés observent une légère amélioration, tandis que d'autres continuent de faire face à un accès irrégulier. Ce contraste alimente des interrogations légitimes et souligne l'importance de suivre de près l'évolution réelle du projet. Deux pistes simples émergent pour les citoyens. S'informer régulièrement sur l'avancement du chantier afin de comprendre les étapes et les délais réels. Participer aux consultations locales, un moyen direct d'exprimer des besoins concrets et de renforcer la cohérence entre décisions techniques et attentes quotidiennes. Pour consolider le projet nucléaire au cours des prochaines années, une feuille de route rigoureuse s'impose, d'autant plus qu'Ibrahim Traoré doit articuler ambition nationale et discipline technique. Le chantier a déjà franchi ses premières étapes visibles, mais la suite dépend d'une coordination fine entre institutions locales, partenaires étrangers et équipes opérationnelles. 4 axes structurent cette trajectoire. La priorité consiste à sécuriser des partenariats internationaux clairement définis. Chaque engagement financier doit s'accompagner de clauses de transparence avec un suivi trimestriel des flux budgétaires. Cette méthode réduit les risques liés à l'endettement croissant et permet de calibrer les dépenses selon la progression réelle du chantier. La gestion financière n'est pas un simple cadre. Elle conditionne la continuité même de la construction. Les ministères de l'énergie, des finances, de la sécurité et de l'enseignement supérieur doivent coordonner leurs actions via un comité permanent. Ce dispositif, déjà esquissé dans les premières annonces officielles, permettrait de surveiller la conformité aux normes de l'AIEA et d'identifier rapidement toute déviation administrative. L'objectif, créer un centre de décision capable de répondre à la complexité grandissante du projet. La réussite dépendra de la capacité du pays à créer une génération de spécialistes capables d'opérer et de sécuriser les infrastructures. La feuille de route prévoit de développer des centres dédiés à la sûreté nucléaire appuyés sur les programmes existants
dans les universités russes. La mesure du succès se fera par le nombre de techniciens certifiés intégrés dans les équipes.